destin des villes méditerranéennes s'adapter ou mourir. Tandis qu'au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse et dans bien d'autres pays européens, les cœurs des métropoles sont revivifiés par une création architecturale contemporaine audacieuse qui dialogue directement avec le patrimoine, l'Hexagone semble parfois enfermé dans un certain conservatisme en ce qui concerne la transformation des centres-villes historiques. Dès lors, faisons-nous part à la mort lente de nos métropoles, engluées dans un patrimoine inamovible. L'adaptation est-elle une obligation? On en parle tout de suite avec nos deux invités. Voici Clément Blanchet, qui est architecte, fondateur de Clément Blanchet Architecture, et Elias Chayoun, architecte, expert en transition écologique urbaine et architecturale et futurologue. C'est Nicolas Bastuc, journaliste au Point, qui sera notre modérateur. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci. Merci, bonjour et soyez les bienvenus ici à Nice. Moi, je suis ravi car nous avons avec nous deux grands architectes, mais des architectes curieux, des architectes qui réfléchissent, qui s'intéressent au pont, à l'eau, à la géographie, et qui, peut-être un peu comme autrefois les bâtisseurs de cathédrales, travaillent pour l'avenir, pour les générations futures, dans une vision humaniste. Et aujourd'hui, on ne peut plus être humaniste et ne pas être écolo d'une certaine manière. Alors, puisqu'il est question des villes méditerranéennes et de leur préservation, d'abord une première question que je pose à ces deux architectes. Est-ce qu'il y a un archétype de la ville méditerranéenne? Qu'est-ce qui distingue les villes du Sud, les villes méridionales, les villes de la Méditerranée des autres villes? Clément Blanchet. Peut-être pour répondre de manière simple, c'est avant tout le plaisir d'habiter un climat, d'habiter une géographie. Et on se rend compte que les villes méditerranéennes, c'est une chance. Et surtout, on se rend compte qu'elles ont un certain nombre d'identités propres grâce à la géographie, au territoire, au vent dominant, aux problématiques de ces territoires méridionaux. Alors, vous dites, quand on a préparé ce débat, moi j'adore cette formule, les villes du Nord aiment se dévêtir, celles du Sud ont d'autres logiques. Qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, on se rend compte que toutes les villes du Nord ont une tendance à vouloir possiblement s'ouvrir sur le reste de l'espace public. Et étrangement ou heureusement ou parallèlement, toutes les villes du Sud viennent se recroqueviller dans une épaisseur. Cette épaisseur, c'est la ville méridionale, selon moi. Et c'est intéressant de se dire, en fait, comment les villes de demain se posent la question par rapport à toute l'ambition des verts ultra performants qu'on voit un peu partout, cette dialectique ou cette étrangeté de dire il faut ouvrir, alors qu'en fait la ville méridionale et les caractéristiques d'une architecture méridionale, c'est aussi de se protéger et d'habiter cette épaisseur, d'habiter des murs, des choses construites, intenses et intemporelles. Oui, c'est ce que vous dites. La ville méridionale, c'est d'abord l'épaisseur. J'aimerais quand même que vous précisiez davantage cette idée originale et étonnante. En fait, on est au XXIe siècle et plus on avance dans le temps, plus on est contraint par une boulimie de technologie, par une boulimie de DTU, par une boulimie de couches et de calques. Pour faire un mur, il nous faut 18 entreprises, il nous faut 4 ou 5 DTU, il nous faut une succession de couches qui se superposent, alors qu'à l'époque, on construisait avec juste une épaisseur. Et cette épaisseur, elle était faite de produits locaux, de choix constructifs locaux. Et on se rend compte que la ville méridionale, l'épaisseur méridionale, c'est cette chance. C'est ces villes constituées, c'est ces villes que je dirais presque solidaires. Ces architectures solidaires de la ville, c'est-à-dire les mitoyennetés, le rapport à l'épaisseur, habiter les loggias, habiter cette appétence à travailler le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, il y a également un rapport différent entre les villes du Nord et du Sud. Je vais vous donner la parole, Elias, qui est l'occupation de l'espace. Vous disiez que dans les villes du Nord, on aime s'étaler, alors que dans les villes du Sud, on a tendance à se blottir, à se resserrer. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai d'abord? Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une sorte d'intelligence du low-tech à une époque. C'est-à-dire que les villages et les architectures de villes se mettaient dans une situation où on recroquevillait les gens, où on se mettait dans une disposition où les gens pouvaient se parler. Il y avait cette place du village, on en a parlé encore ce matin, à l'instant avec la Poste. Il y avait ces services, il y avait cette capacité à créer des lieux d'intensité, de collégialité.
Et aujourd'hui, on est un peu dans une dynamique où on étale la ville. Alors le XXe siècle a travaillé à cette excellence de l'étalement. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des pépites incroyables, mais c'est quand même problématique sur la dynamique d'une ville. Et d'une certaine manière, ce rapport à l'épaisseur et à la centralité, je pense que c'est une caractéristique très méridionale. Alors Elias, je vous pose la même question qu'à Clément. Quelles sont les spécificités des villes méditerranéennes? Vous nous parlerez ensuite du projet que vous menez à Nice et à Copenhague. Mais pour vous, quels sont les fondamentaux des villes méditerranéennes? Est-ce qu'elles se ressemblent toutes? En tout cas, est-ce qu'elles ont un certain nombre de dénominateurs communs? Alors pour commencer, je pense qu'on est dans le 21e siècle, dans l'ère de la globalisation. Je pense que les villes commencent à perdre de leur spécificité et on commence à avoir beaucoup plus les villes qui se ressemblent. Les villes génériques. Génériques. Oui. Et donc ça c'est malheureux car au fait, ça veut dire on se déconnecte du climat, on se déconnecte de la culture, on se déconnecte de comment les gens ils vivaient. On commence à avoir des éléments très transversaux qui rendent les villes très similaires, malgré qu'elles ne sont pas vraiment similaires. Et comme Clément a expliqué, c'est vrai qu'au nord, on s'ouvre plus à l'espace public car il y a moins du soleil et peut-être on a besoin d'aller sortir voir le soleil et rencontrer les gens, tandis qu'ici, ou dans d'autres villes méditerranéennes, on cherche à se protéger du soleil et c'est comme ça que les villes étaient beaucoup plus rétrécies, où on a besoin de l'ombre pour réduire cet impact et trouver un autre moyen de se connecter. Alors il y a cette uniformisation un peu regrettable, mais malgré tout, est-ce que les villes méditerranéennes conservent une typicité particulière? Alors je trouve que je trouve que la mer influence quelque chose. Déjà, quand on arrive à la ville, on se connecte directement, on a un esprit différent, car tout simplement il y a cet esprit qui vient à cause de la mer. Mais on peut découvrir cette spécificité plutôt dans les anciennes parties des villes. Mais c'est vrai aussi, la Méditerranée, il y a plein de pays et plein de villes avec des climats différents. On voit des traits qui sont similaires, mais en même temps, il y a une grosse différence par rapport aux gens qui vivent, par rapport à l'évolution économique et sociétale de chaque partie. L'importance de la mer, Clément, pour les villes méditerranéennes, c'est presque un pléonasme. En quoi la mer bouleverse, influence l'architecture, l'urbanisme, la manière de concevoir la ville? Alors la mer, c'est un horizon, la mer, c'est un dégagement, la mer, c'est un espace-temps un peu infini. Donc il y a cette poésie qui en découle naturellement. C'est aussi des nuisances liées éventuelles à des vents, c'est lié à des problématiques du tourisme, c'est lié à plein d'autres choses. La mer apporte énormément et elle pose la question quand on se dit qu'en fait, cette relation à la vue et à ce plaisir de l'horizon et la mer, ça pose la question de l'architecte et de l'architecture. Est-ce qu'on doit être dans cette boulimie de la vue? Par exemple, quand on voit à Monaco les appartements qui ont vue mer, j'imagine même pas le prix au mètre carré, mais il y a cette obligation de la vue sur mer. Et je pense que l'architecte doit jouer avec cette dénomination commune qui est l'étendue et la beauté de cette nature, qui est l'eau, cet élément, et voir comment... mais la chance aussi des villes méditerranéennes, c'est la topographie. Et ce que j'adore dans ce dessin-là, c'est qu'en fait, on montre exactement l'archétype, mais on ne montre pas la ville moderne. Et on pose la question, du coup, de se dire, en fait, c'est quoi? C'est cette relation à la mer, c'est ces maisons qui peuvent s'ouvrir sur la mer, c'est cette relation à cette épaisseur et cette certaine franchise entre une mer intemporelle pour toujours et une ville qui la regarde. Alors, Elias, vous êtes architecte de formation, mais vous êtes aussi, et vous le revendiquez, futurologue. Alors, ça consiste en quoi? Comment est-ce qu'on est futurologue? On lit dans le mar du café, on réfléchit, on se projette. En quoi consiste ce métier de futurologue qui est quand même fascinant? Alors, c'est vrai, c'est ce que les gens voient de l'extérieur, mais en fait, c'est de la science qui est connectée à l'intelligence collective. Donc, le futur, c'est un droit à tout le monde et c'est un endroit où il faut ramener et fédérer
la vision de tout le monde pour créer un futur et imaginer c'est quoi le futur. Mais dans ça, on a tout un processus, une méthodologie scientifique qui se base sur les analyses des données et les tendances de point de vue qualitatif et quantitatif. Et de là, on part vers 2065. Et l'idée de partir vers là-bas, c'est pour réduire les biais cognitifs et pour mieux comprendre comment les choses peuvent évoluer sans être tellement attachés à aujourd'hui ou bien au passé. Et une fois qu'on est là-bas, on fait un backcasting chaque 10 ans en regardant les tendances, en regardant chaque partie prenante dans tout ça et les forces motrices, en les reliant avec aujourd'hui pour commencer à innover dès aujourd'hui et changer la manière de penser et créer de nouvelles manières de repenser et faire les choses. Alors, puisqu'on parle des villes méditerranéennes et de leur singularité, de leur spécificité, et puis on le verra dans un instant, les moyens de les préserver et de leur assurer un futur. Bon, vous travaillez dans une perspective de 40 ans. Alors, vous menez un projet sur 2 villes, dans 2 quartiers très différents, 2 villes qui sont aux antipodes géographiquement, mais peut-être aussi du point de vue urbanistique. Ces 2 villes, donc, ce sont l'une que l'on connaît bien, Nice, et l'autre qui est Copenhague. Et vous travaillez sur 3 scénarios. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce programme de recherche que vous avez joliment intitulé « Le futur habitat de l'homme » ? Voilà, donc l'idée qui se joue dans ces 2 villes. Oui. Voilà. En fait, dans ce projet, on aimerait bien ramener l'humain au centre, de commencer à penser de l'évolution humaine, de nos besoins, et essayer de comprendre comment, via une certaine évolution, on peut répondre à ces besoins-là. Donc c'est pour cela qu'on part en 2065. Et pour mettre ce projet en œuvre d'une manière plus concrète et partager ça avec les entreprises ou bien les décideurs de l'évolution urbaine ici dans la ville, on a décidé d'utiliser ces 3 scénarios qu'on a développés jusqu'à maintenant en comparant 2 contextes, qui est la ville de Nice et la ville de Copenhague, qui, comme vous avez expliqué, c'est le nord et le sud, mais en ramenant des gens qui sont venus de partout du monde, qui vont venir via l'intelligence collective, travailler ensemble et essayer de mettre ces scénarios et les projeter sur les villes. Et une fois qu'on est en 2065, on fait le backcasting pour donner des recommandations. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que chaque scénario ramène de nouvelles perspectives qu'on peut apprendre de ça pour commencer à donner des recommandations dès aujourd'hui et se préparer pour un futur, que ce soit positif ou négatif selon chacun comment on le voit, mais trouver de nouvelles solutions qu'on n'a même pas pensé à ça. Alors, quels sont les 3 scénarios, rapidement, que vous envisagez ? Il y a le meilleur et il y a le pire, j'imagine. Alors, les scénarios jusqu'à maintenant c'est très difficile de vous expliquer c'est quoi les scénarios maintenant, car on voit la vie complète dans le futur. C'est une vision systémique, on a tous les éléments qui viennent jouer, mais il y a un qui parle beaucoup plus d'une manière simplifiée vers la technologie, et la technologie qui rentre dans notre vie et comment ça pourra évoluer, les villes et notre mode de vie. Il y a une autre qui parle, qui suit la tendance d'aujourd'hui. Comme vous avez vu, il y a 2 semaines, ils ont annoncé aux Nations Unies que tous les objectifs pour atteindre 2050 net zéro, on est tous en dehors de cette trajectoire. Et donc, si on continue avec un tel chemin, où est-ce qu'on peut arriver? Donc, on parle de beaucoup de manque d'inclusivité, de division sociale. Et dans ce cas-là, le mode de vie, c'est quoi? Le luxe, ça va être différent. Aujourd'hui, on parlait des toits à Monaco, les toitures à Monaco et la vue vers la mer. Peut-être ce n'est plus ça, car on aura beaucoup de pollution, on aura il faut se protéger tout le temps du soleil. Et peut-être ça devient un écosystème microclimatique protégé. Et on a un 3e aussi qui parle de beaucoup comment s'ouvrir et vivre avec l'eau et la mer. Alors j'aime bien cette question du luxe. Ce sera quoi le luxe en 2065 selon vous, si ce n'est plus forcément de vivre à Monaco avec un loft et une vue sur la mer? Ce sera quoi? Alors, si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe ailleurs, c'est très intéressant de garder les yeux ouverts à ce qui se passe dans les pays qui s'investissent beaucoup sur ces questions-là. On regarde par exemple en Saoudi-Arabie ou bien d'autres pays. On travaille sur un projet comme le Line. Donc, c'est un endroit où on fait un microclimat bien protégé pour des gens, il faut dire riches, qui auront accès à tout. Et donc, le luxe, ce n'est plus d'acheter une vue vers quelque part, mais c'est plutôt avoir accès à tout au bon moment dans un monde qui devient de plus en plus challengé, d'avoir accès à tout le monde. Alors quand vous vous promenez à Nice et à Copenhague, qu'est-ce qui vous frappe? Quelles sont les différences fondamentales entre ces 2 villes, puisqu'on en revient aux villes méditerranéennes? Copenhague est une ville magnifique, mais elle n'est pas méditerranéenne. En quoi est-ce qu'elle est différente fondamentalement de Nice
Plus précisément, en quoi une ville du Nord se distingue vraiment en profondeur d'une ville du Sud? Voilà. En fait, je vais prendre un exemple très impactant à Copenhague, c'est les relations avec l'eau et la mer. Et donc, durant 20 ans, ils étaient capables de refaire revivre tout un côté qui a été l'ancien port, où il y avait plein de déchets, d'industrie. Et c'est devenu, durant 20 ans, l'espace le plus vibrant de la ville. Et donc, ça, c'est tout un travail sur l'espace public, sur l'accessibilité, sur la création d'une relation avec les gens pour qu'eux, ils décident et ils utilisent cet espace-là. Donc, ils créent une relation. Donc, il y a tout un travail avec la communauté dans chaque étape. Et donc, le travail ne vient pas top-down, mais plutôt bottom-up dans cette manière de faire les choses. Donc, du bas vers le haut. Voilà, du bas vers le haut, en fait, s'il faut dire. Et donc, c'est quelque chose, cette culture d'échange avec la communauté et ramener tout le monde à travailler sur ces thématiques-là, elle était un peu différente par rapport à ici. Et donc, il y a tout un travail pour essayer de créer cette relation avec l'eau, peut-être ici. Surtout que peut-être c'est l'endroit où on a beaucoup plus de challenges, mais aussi d'opportunités. Alors Clément, il y a une idée qui vous est chère, hein, c'est que quand on est architecte et quand on pense la ville, les bâtiments, les constructions, on doit d'abord tenir compte des invariants géographiques, mais on doit aussi tenir compte des défis. Et les défis sont immenses. Le défi climatique, c'est un défi comme on n'en a pas rencontré depuis très longtemps. Et vous avez une approche effectivement systémique, on pourrait dire holistique. Vous dites, il ne suffit pas d'être architecte, il faut être beaucoup plus que cela. Il faut être un expert des sols, il faut être un urbaniste, il faut être un géographe. Comment est-ce qu'on conçoit cette profession aujourd'hui? L'architecte est un médiateur, l'architecte est un conciliateur, l'architecte est un historien, l'architecte est un géographe. Et le métier convoque tellement de thèmes qu'il est difficile d'en définir une lecture unique. Je pense que l'architecte doit se mettre à la portée des besoins, à la portée des problématiques, à la portée des économies locales, et il doit être une traduction. L'architecture est une traduction d'un contexte. L'architecte doit s'adresser à un contexte. Une architecture s'adresse à un contexte. Et pour comprendre ce contexte, il faut passer du temps à apprécier les caractéristiques locales, comprendre les erreurs du passé, comprendre comment la ville s'est constituée. Et désormais, je pense que le rôle de l'architecte n'est plus simplement de faire de l'architecture, mais de concilier la ville, concilier les territoires, concilier les climats. Et c'est assez intéressant de se dire qu'en fait, il y a une sorte de résonance utile. Et tout à l'heure, on parlait des villes méditerranéennes et des caractéristiques. Et je pense qu'en fait, à l'époque, on pensait beaucoup plus à une figure conciliante et collective et collégiale. Et aujourd'hui, on va plutôt vers pousser des extrêmes à avoir des architectures qui se différencient et qui ne cherchent plus l'unité qui fait la ville, tout simplement. Alors, le climat, le réchauffement, les défis qui nous attendent. Elièche, un petit point quand même, vous qui êtes futurologue. Pourquoi est-ce que nous avons tant de mal à voir l'urgence, à saisir les mouvements qui sont à l'œuvre? Pourquoi est-ce que finalement, depuis le rapport Brundtland, on va pas, en 1987, je crois, on ne va pas dire que rien n'a changé et que les consciences ne se sont pas éveillées? Non, mais quand même, on évolue trop lentement, on n'arrive pas à voir ce qui se passe et surtout à s'adapter, à être, comme vous le dites, disruptif. Comment vous expliquez ça? C'est très difficile d'expliquer ça. C'est, en fait, je pense que les gens, ils vivent le moment et ils subissent tout le temps. Et personne n'a peut-être cette intention de pousser et penser par rapport à l'avenir des autres, car ils pensent que pour le moment, si on vit bien, si on est dans notre zone de confort, en fait, pourquoi changer? On va commencer par ça. Si on est dans une zone de confort où on est bien, pourquoi vraiment changer? Alors là, vous avez deux ennemis, hein. Oui. Dubaï et les isolations thermiques. Vous dites ça nous fout dedans, parce que finalement, on est dans une espèce de bulle et on ne voit pas ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Parce que c'est assez drôle de mettre sur le même plan Dubaï et les isolants thermiques. Alors déjà, on va commencer par le changement climatique. Avant, le climat changeait chaque 200 ans, les analyses. Aujourd'hui, avec le changement climatique, chaque 30 à 40 ans,
il y a la possibilité que les climats changent. Et donc aujourd'hui, si on est à Nice, le climat va changer, va devenir beaucoup plus chaud. Et dans ce cas-là, si on veut apprendre de l'architecture vernaculaire qui existe au niveau de la Méditerranée, il faut qu'on travaille avec l'inertie. Et donc l'inertie thermique, ça veut dire comprendre comment le bâtiment respire, et ça veut dire qu'il faut qu'on soit, nous, capables à s'adapter avec le climat et les températures externes. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre maintenant tout le temps à 22 degrés, quoi que ce soit le climat dehors, ça veut dire qu'on est déconnecté, et l'isolation thermique à un certain moment, comme l'exemple qui se passe à Dubaï, c'est un désert, 40 degrés, 50 degrés, parfois il y a 2 mois durant l'année où c'est vraiment sympa de se balader. Donc, mais les gens ils sont déconnectés, il y a un microclimat, il y a des climatiseurs. Voilà, on descend vers le métro, on y va vers notre endroit, on n'a pas une relation avec l'extérieur pour se protéger de ce climat. Tandis qu'en réalité, on savait comment vivre avec le climat. 6 degrés de différence, on pourra l'accepter. On changeait les habits, on laissait le vent ventiler. Maintenant, on est dans un endroit tellement contrôlé. Et en plus, c'est les normes et les règles qui nous poussent à isoler beaucoup plus, sans prendre en considération que dans le futur, on est obligé de rechanger peut-être, et peut-être c'est trop tard. Et on va consommer beaucoup plus dans le futur car le climat change. Alors on a eu très très chaud ici à Nice cet été, avec une mer à quasiment 30 degrés et des températures qui dépassaient allègrement les 40 degrés, avec peut-être une prise de conscience. Clément, selon vous, l'appel du Sud dont on parlait tout à l'heure, l'engouement pour la mer, pour le soleil, pour les villes méridionales, est-ce que cet engouement risque, selon vous, de s'étioler avec le réchauffement climatique? Et est-ce que les villes du Sud et méditerranéennes seront demain, selon vous, moins attractives? Je pense qu'il y a une alerte éventuelle et surtout, je considère que toute crise génère du progrès. Donc là, on se rapproche d'une crise et il faut inventer le progrès qui va avec et redéfinir les caractéristiques qui font ce territoire de demain, le plaisir d'habiter une Côte d'Azur. Et je pense qu'il y a une chance énormissime d'être à nouveau visionnaire sur des problématiques, de dire c'est quoi la ville méridionale de demain et c'est quoi des architectures qui vont accompagner cette transformation et surtout comprendre le déjà là qui existe. Un peu partout dans le monde, mais surtout ici, il y a eu une colonisation de ce territoire magnifique qui fait le plaisir d'habiter le rapport à la mer, mais aussi le rapport à ce territoire. Et demain, il va falloir qu'on se questionne, nous, en tant qu'architectes urbanistes, comment on fait avec ce patrimoine moderne, comment on fait pour transformer, comment on fait pour épaissir. Désolé, j'utilise beaucoup le terme épaissir, mais c'est la chance et c'est les inerties dont tu parles. Et c'est cette capacité à redéfinir une certaine franchise avec ce paysage. Bien sûr, il faut planter, mais il faut planter intelligemment. Il faut comprendre la géographie, il faut comprendre le risque. Et il faut prendre 2 ou 3 directions, mais être assez visionnaire sur des logiques d'organisation. Alors, justement, que faut-il faire pour que les villes méditerranéennes, et celles-ci en particulier, pour que les villes en général également, soient vivables en 2065, puisque c'est votre horizon, Elièche. Selon vous, il n'y a pas de solution miracle, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que les villes méditerranéennes, pour répondre à notre sujet, aient un destin heureux en 2065 et même au-delà? Alors, je suis dans aucune position pour dire qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Ce que j'invite, c'est est-ce que les gens collaborent ensemble et parlent ensemble et réduisent le silotage qui est existant. Ça veut dire quand on veut parler d'un futur, il faut ramener tout le monde autour de la table. Il faut que les urbanistes, les architectes, les ingénieurs, les gens qui font les normes, qu'ils travaillent ensemble et penser un peu d'une manière, il faut le dire, disruptive. Pourquoi? Car si on reste sur le même chemin dans lequel on est en train de suivre, on ne va pas arriver au bon endroit. Ça veut dire on utilise les mêmes solutions, comme on disait maintenant, le Brundtland, ça fait depuis 1978, maintenant on commence à penser à ça, mais ça veut dire on est tout le temps dans notre intérêt actuel de vivre dans le moment et peut-être à garder ce qu'on a appris du passé. Là, on est dans une période, comme on disait, de changement énorme. Après chaque pandémie, il y a un grand changement. Le brutalisme, le modernisme architectural qui est venu pour créer le bien-être, il est venu suite à la grande pandémie de 1917. Là, on est dans une nouvelle ère.
on rentre dans des aires de guerre. Ah oui, la grippe espagnole a modifié l'architecture et la conception des villes en profondeur. Ben voilà, en fait, Oui. les C'est toilettes une question, parce que moi Oui, oui. j'ignorais ça. Oui, les toilettes des visiteurs, c'est venu du fait qu'avant de rentrer, il fallait laver les mains. C'est pour cela qu'on a une toilette de visiteurs pour réduire tout ce qui est microbes qu'on peut ramener avec nous, tout ce qui est en relation avec, à l'entrée, le tapis. Ça, c'est aussi tout venu. Les 5 points du Corbusier avec cet élèvement du sol pour aussi réduire tout ce qui est en relation avec tout ce qui peut venir d'en bas. Et le modernisme qui a ouvert vers la lumière extérieure qu'aujourd'hui on essaie de contrôler avec tout ce qui est artificiel et avoir du soleil qui rentre et un espace proportionnel pour le bien-être, c'est venu comme une réponse à tout ça. Mais qui a pris du temps, évidemment. Ce n'est pas du jour au lendemain. Alors Clément, que faut-il faire pour que les villes méditerranéennes, en particulier, les villes en général, soient viables et agréables malgré le réchauffement? Alors peut-être que ça va revenir à une question ou une introduction commune, mais je pense qu'il y a ce risque du global versus le local. Le local, c'est des expériences, des choix constructifs, des dispositifs locaux. Donc ça, c'est un point important dans la dynamique de dire comment on fait pour réussir la ville, parce que les gens qui sont locaux connaissent les problématiques locales et donc le climat et donc les caractéristiques pour faire avec. Le climat, les sols. Exactement, les sols, parce qu'en fait, tout est lié au sol. L'architecture est tout d'abord enracinée dans un sol, dans des contraintes sismiques, dans des contraintes d'eau, on le connaît tous. Et ce qui est peut-être important de rappeler, moi en tant qu'urbaniste, et souvent en tant qu'architecte, je me questionne à tomber dans des plans de ZAC, moi j'appelle ça le ZACage, où en fait on fait des plots, et ensuite c'est des architectes qui viennent proposer des architectures. À l'époque, quand vous regardez l'îlot de Cerda à Barcelone, ou quand vous regardez des villes plus constituées qui existent, ou même à Nice ou ailleurs, il y avait cette envie de faire des villes qui se protègent et qui créent en fait du bon sens avec le lieu, tout simplement. Donc la ville de demain, si on doit répondre à la question, c'est de se dire l'avenir est dans le passé peut-être. Alors on va y venir. Je vous ai demandé à tous les deux peut-être de réfléchir à un modèle et un contre-modèle de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, en particulier dans les villes méditerranéennes, les villes du Sud. Parmi les modèles, on cite souvent Valencia, qui malheureusement a subi il y a quelques semaines une tragédie, et pourtant on l'a présentée comme une ville modèle. Et ça n'a pas évité la catastrophe. Alors, selon vous, quelles sont les villes modèles et les exemples à ne pas suivre? Alors, peut-être que de mon côté, je considère que les villes qui ont le plus écouté leurs contraintes géographiques, leurs invariants, oui. Je pense à Gênes, je pense à ses couleurs, je pense à ses logiques de distribution avec le funiculaire, avec les caractéristiques entre un port économique, une montagne. On vient loger une ville, elle est contrainte. Et en fait, on a compris les contraintes, c'est-à-dire qu'on n'a pas proposé l'étalement, on l'a contenu. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont intéressantes à prendre en considération, parce que la ville de demain, c'est aussi de comprendre sur le déjà là comment on peut comprendre un peu cette épaisseur, à nouveau, cette densité. Bien sûr, c'est à la mode la densité, mais il faut de la bonne densité. Il faut de la densité voulue, adaptable. Et un exemple peut-être qui serait moins à suivre, finalement, c'est toutes les agglomérations de ces grandes villes qui ne témoignent plus vraiment d'âme ou d'identité et qui, je dirais, laissent la ville se propager et ne la constituent plus et qui ne travaillent plus la problématique des centralités. Et naturellement, ce thème aussi à la mode, mais la ville du quart d'heure, la caractéristique de pouvoir faire des choses à pied et de comprendre l'âme et le sens des villes méditerranéennes. Alors Elièche, parmi les modèles, on peut peut-être parler de Nice. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se font ici, cette forêt urbaine, Alors il faut plus dire coulée verte, semble-t-il, parce que c'est pas très joli. Mais enfin, il y a beaucoup de choses effectivement qui... Et vous vivez là. Oui, est-ce que c'est un modèle à suivre? Alors, je pense... je ne sais pas s'il y a un seul modèle à suivre. Je pense qu'il y a pas mal d'expériences intéressantes à recueillir. Mais le plus important, c'est de savoir comment le contextualiser dans l'endroit où on est en train de vivre. Et tout dépend aussi des tendances vers où est-ce qu'on y va. Et je vais vous ramener un peu maintenant ce qui se passe en Amérique avec l'élection de Trump et avoir Elon Musk qui est présent.
Et donc, est-ce qu'on va aller vers un monde qui va être beaucoup plus digital dans la manière de penser et de vivre et d'être connecté et d'être numérisé partout? Et si on est dans la globalisation, c'est-à-dire la ville, peut-être, c'est pas ce qu'on voit réellement, mais peut-être numériquement parlant, c'est peut-être ça qui va être le nouveau esthétisme. Et je vous rappelle que maintenant, en Europe, le New European Bauhaus, il est en train de se repositionner pour penser, c'est quoi le nouveau esthétisme? C'est quoi le nouveau confort? Et c'est des questions, il faut que tout le monde qu'on participe dedans, car aussi un habitat ou une ville pourrait avoir une valeur ajoutée si dans le futur elle a des normes qui vont suivre les normes futures qu'on serait intéressé à, ou bien on va directement dire c'est un mauvais exemple, car tout simplement les gens qui vont vivre vont dire c'est pas les normes qu'on est intéressé à. Donc d'où l'importance de cette intelligence collective et de savoir décider c'est quoi la vision, malgré tout ce qui vient comme tendance économique internationale, tendance de migration à cause du climat. On peut pas parler des guerres, mais qui pourraient se passer aussi. Alors Clément, il y a une idée que j'aime beaucoup chez vous. Vous n'êtes pas du tout un passéiste, hein, vous êtes un homme moderne, jeune. Vous construisez des bâtiments magnifiques, hein, la Serpentine Galerie de Londres, le pont Simone Veil sur la Garonne, enfin des choses étonnantes. Et pour autant, vous dites la technologie, c'est pas une fin en soi. Innover, c'est peut-être parfois ne pas innover. On ne sait plus regarder les progrès, mais aussi les erreurs du passé. Le maire Christian Estrosi se lamentait hier sur, je le cite, toutes les conneries qu'on a pu faire au XXe siècle. Et vous dites, avant de foncer, il faut peut-être regarder ce que les anciens ont fait comme bêtise, mais aussi comme construction magnifique. C'est important de regarder le passé, on ne le fait plus assez. En fait, j'aime la technologie, Oui. je suis fasciné par la technologie, mais je souhaite me dire que la technologie n'est pas une religion, n'est pas une solution, c'est un outil. Et je me rends compte qu'en effet, on vit dans l'immédiateté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le nombre d'applications ou de choses qui s'inventent à la seconde et où on nous dit bah, finalement c'est ça l'avenir, c'est ça, il faut y croire, tout est optionnel et il y a une sorte de dynamique de la rapidité. Et le luxe, pour moi, le luxe, c'est de comprendre le temps. Et l'architecture... Et de le prendre. Et de le prendre. Et c'est assez intéressant de se poser la question qui, nous sommes... On a vécu le fax, on a vécu pas de téléphone, et on se rend compte qu'il y a une sorte d'accélération. Et cette accélération, on la voit, elle trouble la culture architecturale, elle trouble ce qui est la définition du beau, parce que la définition du beau, c'est finalement ce que les médias nous disent, ou ce que les photos nous disent. Et en fait, il faut quand même prendre un peu de recul dans cette immédiateté pour que l'architecte re-questionne les fondamentaux de l'architecture. Par exemple, quand vous regardez les tours à la Défense, on a construit, et à l'époque, c'était fait avec un plan guide où les architectures se ressemblaient. Et aujourd'hui, ce sont que des flacons de parfum avec des architectures totalement différentes, avec des vagues, des formes, des courbes, des typologies qui sont complètement diverses. Et à l'époque, on est en train de transformer, de rénover, parce qu'il y avait cette obsolescence et on n'avait peut-être pas programmé que de nouvelles technologies viendraient. Donc en fait, la robustesse dans le temps, c'est les architectures qui sont capables de durer, qui sont capables de penser la réversibilité, de penser qu'on ne construit pas pour être certain qu'on va accueillir ce programme, mais qu'on peut lui offrir plein de vie. Et je pense que ça, c'est une nuance qui est assez fondamentale dans l'architecture, et on le voit beaucoup dans les mouvements actuels, c'est de se dire comment ne pas être esclave, dépendant d'une technologie qui, par défaut, va mourir. Et l'architecture doit vivre pour toujours. Alors ça, c'est une grande question hein, vertigineuse. Est-ce que l'on construit pour durer ou pour s'adapter ou pour les deux Vous avez 10 secondes. 10 secondes. En fait, j'ai une petite histoire à raconter à ce sujet-là. Il y a le pont de Choluteca au oui, la métaphore du pont de la rivière Choluteca. Voilà. Ah, ça, c'est en Honduras. Alors ça, c'est merveilleux. Racontez-nous voilà. ça. Alors, il y a un pont au Choluteca à Honduras qui a été construit par un ingénieur japonais qui prend tous les mesures sismiques, des calculs super. Et donc, ils ont construit un pont qui est robuste au bord qui passe le fleuve. Et donc, 2 mois après, il y a eu un grand ouragan qui est venu détruire tous les ponts sur ce fleuve, sauf celui-là. Sauf que personne ne s'est rendu compte que peut-être le fleuve peut changer de direction. Et dans ce cas-là, ce qui était indestructible est devenu
sans utilité. Et donc, si on n'a pas la capacité de s'adapter vis-à-vis du contexte et du moment et l'évolution qui sont aujourd'hui hyper rapides, bah, construire pour durer, ça pourrait devenir obsolète, mais peut-être avoir cette capacité, la flexibilité dans ton manière de penser et se projeter vraiment dans le futur. Car surtout, quand on construit pour une vingtaine, trentaine d'années. Et parfois, le processus urbain, ça prend une vingtaine d'années pour le mettre en place. Donc, on pourrait être déjà en arrière par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, notre ami est futurologue, et vous, Clément, j'ai envie de dire, vous êtes un iconoclaste. C'est-à-dire que, alors là, cette boulimie de l'icône, vous allez nous dire ce que c'est d'ailleurs, ce que vous entendez par là, vous fait horreur, vous fait vomir, c'est le cas de le dire. En fait, c'est quoi ces icônes que vous conspuez? En fait, je pense que ça revient à la problématique de cette boulimie de vouloir être différent. Et en fait, il y a quand même une sorte d'accélération, une obligation d'être différent qui est un peu problématique. D'être différent et d'épater aussi. D'épater la galerie. Mais en effet, mais en fait, la beauté est non pas une destination, mais un résultat. Et en fait, je pense qu'en fait, le résultat, c'est pas l'élu ou l'architecte qui peut définir si je fais quelque chose de beau. C'est sa fonction, c'est sa capacité de résilience, sa capacité à s'adapter, à s'immiscer dans un contexte, à s'immiscer dans un lieu, à créer de la mémoire, à créer du plaisir. Mais c'est pas forcément l'obligation libérale et capitalistique de dire l'architecte doit formuler une icône. Et je pense que c'est intéressant de se poser la question, nous, en tant qu'architectes, de se dire quelle est la valeur ajoutée et quelles est, on va dire, les obligations sociétales, pour proposer des architectures qui vont... Peut-être que ça pourra devenir une icône. Et peut-être que... Mais en tout cas, ce n'est pas une obligation. Et ce n'est pas une sorte de destination où la couleur ou la forme l'emporte sur le bon sens. C'est pas dans le cahier des charges de devenir un bâtiment iconique. Et pourtant, tous les cahiers des charges de tout concours, alors là, ça se calme un petit peu. Mais vous faisiez une analyse raisonnée, scientifique de tous les cahiers des charges. Le terme icône, différent, beau, tous les éléments qui sont une lecture subjective de ce que peut être l'architecture, c'est tout ce qui est voulu. Et je pense qu'en fait, nous, en tant qu'architectes, on doit modérer ce débat et suggérer le sens de ce que peut être une icône. Et c'est ainsi que vous opposez les villes génériques qui se ressemblent tristement et les villes unitaires qu'ont longtemps été et que restent peut-être encore les villes méditerranéennes. C'est quoi la ville générique et c'est quoi la ville unitaire? Alors, je pense qu'en fait, il faut redevenir visionnaire. Ça, c'est un thème important. Visionnaire dans une dynamique où la ville doit être dans une dynamique de mise en cohérence. Et quand je parle d'unitaire, c'est à nouveau cet exercice de dire ne faisons pas uniquement des plots, parce que la typologie du plot qu'on voit dans toutes les villes, alors naturellement, ça a des caractéristiques intelligentes, mais malheureusement, l'objet en tant que tel, avec un noyau qui dessert 4 ou 5 appartements, peut proposer une banalisation et une généralisation. Et plus on avance, plus le modèle du global avec la préfabrication qui a des vertus et qu'il faut bien comprendre, qui sont en 3D ou en 2D, qui offrent plein d'outils de conception et d'adaptation, ça c'est fondamentalement très important de prendre ça en considération, il y a quand même le risque, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais tout ce qui est contemporain perd beaucoup d'âme. Parce qu'en fait, construire à Lille, construire à Bruxelles, construire à Bordeaux ou construire ailleurs, il y a énormément de ressemblances. Pourquoi ? Parce que l'archétype d'une architecture dite belle l'emporte sur le bon sens local. Et ça me questionne énormément. Et je ne sais pas si on aura des éléments de réponse, ni nous, ni notre agence, ni n'importe qui, mais on doit se poser cette question de la banalisation, de la globalisation. Et on se rend compte que tous les labels qu'on voit tous les jours aujourd'hui viennent démultiplier, déployer des solutions techniques qui banalisent l'architecture. Alors, je me tourne peut-être... pour conclure, on touche malheureusement à la fin de ce débat, mais il y a le futur probable et il y a le futur souhaitable. Je ne vais pas vous
poser la question du futur probable parce que j'ai trop peur. Mais quel serait le futur souhaitable? Comment est-ce que on pourrait vivre si on faisait preuve d'un petit peu d'intelligence, si on avait beaucoup de Clément Blanchet et d'Elias Chayoun? Comment est-ce qu'on pourrait rêver vivre en 2065 dans la ville de 2065, que l'on soit au bord de la Méditerranée ou non? Alors, le souhaitable... Et quelle est votre cité idéale pour poser la question plus simplement? Bon, le souhaitable est tellement subjectif et si on demande, j'ai déjà fait cet exercice avec beaucoup de monde et chacun transmet une image différente. Et si on prend cet exemple, pour les Chinois, c'est quoi un futur souhaitable? C'est différent pour les Américains, c'est différent pour l'Europe. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est très subjectif et personnalisé, mais je trouve que c'est très difficile que ça soit réaliste. Je pense que si on peut garder cette relation humaine, dans un monde où on a des valeurs, qu'on regarde les choses avec d'autres valeurs, et où on est capable de se connecter aux autres d'une manière un peu plus, on va dire, humaine, peut-être c'est ça. Et donc si on part de là comme centre, en regardant comment on peut refaire, on sera en capacité de reconstruire quelque chose qui vit avec l'eau, qui vit avec la nature, qui vit entre humains et qui ramène un bien-être comme endroit est important pour y vivre et non pas juste une masse de construction à base économique et intérêt financier. Clément, je vous repose la même question. Le souhaitable est éminemment subjectif, rappelé à l'instant Elias. Vous, votre souhaitable, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour vos enfants ou les générations qui vont vous suivre en 2065? En fait, c'est ceux qui pourront se dire j'ai créé de l'âme dans une ville. J'ai pas pensé que l'intelligence artificielle allait me guider uniquement et que éventuellement on puisse inventer une sorte d'intelligence augmentée et qu'on ait un débat sur le lieu et que les gens et les enfants puissent se dire en fait on a réussi à créer. Il y a eu plein de transitions, hein, le XXe siècle, le XXIe siècle, et là il y a un moment un peu incroyable, c'est cette crise écologique qui va transformer nos villes. Et c'est ça l'enjeu même de l'avenir pour nos enfants de demain. Merci beaucoup. Merci à nos invités, on peut les applaudir, merci beaucoup. Et on se prend quelques minutes, c'est à vous de jouer, profitez... Ah non, restez encore 2 minutes. Des questions. Oui, on va faire une session de questions-réponses. S'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vais vous passer mon micro, messieurs. Oui, bonjour. Bravo à Clément et à Elias. Je suis Julien Mérignac, je suis urbaniste, fondateur de Citadia et je suis le rédacteur en chef de la revue Urbanisme. Donc je salue aussi mes confrères du Point. Par rapport à ce qui a été dit, je vais essayer d'être bref, mais je pense qu'on a des invitations quotidiennes à l'humilité. Vous l'avez rappelé concernant Valence. Il faut quand même savoir que 5 jours avant les événements à Valence, il y avait l'Association des architectes conseils de l'État qui était en déplacement à Valence pour observer la qualité et la performance du modèle urbanistique valencien et notamment sa parfaite adaptation à l'aléa climatique et de l'inondation. La thématique, c'était s'adapter ou mourir. Alors, je pense que mourir, c'est pas une option. Enfin, je pense qu'on partage à peu près tout ça, même s'il y a des villes qui meurent aussi. On a des exemples en Russie, en Namibie, aux États-Unis. Et s'adapter, j'ai l'impression que les villes, elles le font depuis toujours. Mais de quelles adaptations on parle? Alors, il y a 2 chemins qui sont proposés généralement. C'est la transition, les transitions et la bifurcation. On a tous plus ou moins envie de bifurcation, je crois. Mais est-ce que les villes sont adaptées à la bifurcation? Parce que il y a une gestation tellement lente. Les processus de fabrication des villes ne permettent pas vraiment la bifurcation, c'est-à-dire une réaction et une transformation rapide. Alors on se dit que la transition, c'est peut-être plus adapté. Mais est-ce que la transition va être suffisante par rapport à la multiplication des aléas qu'évoquait Elias? Alors j'en viens à ma question. Peut-être que le sujet, c'est d'intégrer l'inadaptation perpétuelle des villes. C'est-à-dire qu'en réalité, les villes, elles ne sont pas forcément adaptées aux incertitudes et aux aléas. Et pourtant, elles réagissent. Et pourtant, elles se reconstruisent. Et pourtant, elles évoluent.
Donc je pense, enfin je ne sais pas, je vous pose la question, est-ce que cette humilité nécessaire et cette intégration de l'inadaptation, se dire le modèle de perfection n'existe pas, composée avec cette faiblesse consubstantielle, est-ce que ce n'est pas la meilleure manière d'envisager l'avenir? Merci. Clément, ça c'est une question qui va vous plaire, l'humilité. Oui, en fait, je pense, cher Julien, que la question est la bonne. Et en effet, est-ce qu'il y a rupture ou continuité, ou est-ce qu'il y a acceptabilité? Et comment on fait le sol en acceptant le risque? Comment on fait l'avenir de ces sites une dynamique où, en effet, la résilience l'emportera? Et je pense que c'est très intéressant de justifier d'architecture qui absorbe cette complexité, qui absorbe cette réalité. Et ça peut créer de nouvelles typologies. Mais ces typologies, elles vont sûrement être contextualisées par tellement d'autres thèmes qu'on se dit qu'il y a une chance à l'identité de demain. Et en fait, en effet, c'est réussir à construire des bâtiments qui sont capables d'absorber le temps, tout simplement. Encore une question, je crois. Oui, bonjour, Giovanni Fusco, géographe et urbaniste au CNRS ici à Nice. Je voulais reporter la réflexion sur les villes méditerranéennes, mais s'il n'y a pas beaucoup de temps, je lance la pierre, après ils verront. C'est vrai, on a parlé de cette uniformisation des modèles culturels. Il y a quelque chose également de positif dans l'hybridation des cultures. Et je veux revenir sur la question de Copenhague. Copenhague a été changé profondément dans le fonctionnement, dans l'aménagement de ces espaces publics par Jan Gehl et tous les urbanistes architectes qui se sont beaucoup inspirés du travail de Copenhague. Copenhague et tout le groupe de Gehl ont beaucoup étudié les secrets de la ville méditerranéenne, au point que nous, ici dans le sud de la France, en Italie, on est moins conscients des secrets de réussite de nos espaces publics que ne le sont les Scandinaves en général et Copenhague en particulier. Et cela a eu également des moments de rejet. C'est-à-dire dans les années 70, il y avait des prises de position contre ce que Gehl proposait à Copenhague en disant « Monsieur Gehl, nous ne sommes pas des Italiens. Nous ne vivons pas comme des Italiens. Nous ne nous affichons pas dans des espaces publics comme ils le font sur la place du Palio à Sienne ou sur la promenade, hein, des belles promenades qu'on a en Italie, comme on a celle magnifique ici de Nice. » Pourtant, avec beaucoup de ce que disait Liège, hein, ça c'est vraiment scandinave. Hein. La communauté discute, le rapport à l'eau est différent. Ils ont réussi à hybrider. Et je pense qu'il y a vraiment des exemples exceptionnels hein, de requalification de l'espace public qui a su prendre le mieux de la Méditerranée de ce qui est le mieux de la Scandinavie. Donc la question se revient à nous. Et nous, qu'est-ce que sommes-nous capables de comprendre du mieux de la Méditerranée en l'hybridant avec le mieux de quelque chose qui pourrait venir du reste du monde? Alors ça, c'est une question pour Eliège qui travaille sur ces deux villes, Nice et Copenhague. Merci Giovanni. Merci Giovanni. Merci pour ce tracé historique. Évidemment, Jan Gehl, c'est quelqu'un qui a mis ses tâches partout et il a inspiré beaucoup de monde. Mais aussi, le monde change rapidement. Donc, en fait, je ne sais pas. Je vais répondre indirectement pour vous montrer aussi les challenges de ces villes méditerranéennes. Vous savez, avec la fonte des glaciers, bientôt, la grande ligne de transport maritime, ça va être la mer du Barents. Et donc, c'est le nord, et non plus la Méditerranée. Et donc, dans ce cas-là, tout ce qui vient économiquement parlant va être, vers le futur, ça va tomber un tout petit peu, si ce n'est pas beaucoup. Aujourd'hui, ça représente 30%, si je ne dis pas de bêtises. Ça veut dire qu'il y a des ports qui ne vont plus vivre. Et donc, peut-être, une manière de s'adapter, c'est de retourner vers les sources et de comprendre comment la vie elle était et qu'est-ce qu'il y avait avant et comment on peut utiliser ces éléments qu'on peut apprendre depuis le passé, mais à les innover avec un futur qui va être un peu plus dur, un peu plus difficile, un peu climatiquement différent de ce qu'on attendait, car on ne le perçoit pas, mais qui va venir, et donc une certaine adaptation. Donc je pense que la Méditerranée, avec sa variété, avec les différentes villes dans différents contextes, ils ont beaucoup à ramener, et donc il faut apprendre de partout et venir essayer de se reconnecter vers ici. Merci.
Merci encore et bravo à nos invités. On peut les applaudir avec chaleur. On se retrouve dans quelques minutes avec l'architecte Jacques Ferrier. À tout de suite.